Génération Maïdan traite de ce qu'on appelle communément la crise ukrainienne, à défaut de pouvoir trouver un nom juste pour cette suite d'événements qui comprennent effectivement d'abord cette mobilisation sur la place Maïdan, donc la place de l'indépendance en plein centre de Kiev, qui débute fin novembre 2013 et qui perdure pendant presque 3 mois, avec un certain nombre de revendications avancées par les protestataires qui ont l'Europe effectivement comme point de référence et comme référentiel pour leur action, par opposition à la Russie que le président Yanukovych, donc le président de l'époque, privilégie dans ses relations avec l'Ukraine. Il évoque ensuite donc, la fin de cette mobilisation, le drame qui se noue sur la place Maïdan avec le meurtre d'un certain nombre de manifestants, en gros une centaine si on regarde les 3 mois. Et ensuite, en filigrane, il parle aussi de l'embrasement qui a suivi donc ces événements à Kiev, à l'est de l'Ukraine, où des populations russophones se sont mobilisées contre le nouveau pouvoir à Kiev, en se tournant aussi vers la Russie, en considérant la Russie un peu comme ce pôle de stabilité et la Russie qui pourrait, en quelque sorte, considérant la Russie comme étant capable de les aider, de les appuyer. Il parle aussi de la Crimée, de l'annexion de la Crimée, à travers notamment les déplacés internes, le mouvement de déplacement que cet interventionnisme russe a provoqué. Et enfin, il raconte les vécus de la guerre, puisqu'à partir de mai 2014, l'Ukraine bascule dans un conflit armé, enfin l'Est, qui touche l'Est du pays, une partie du territoire du Donbass. Et donc, c'est autour de ces événements que ce livre s'organise. La révolution, j'emploie le terme de révolution au sens de mouvement révolutionnaire. Et effectivement, si on regarde cette grande mobilisation qui s'est mise en place à Kiev et qui a eu des relais aussi dans les régions, parce qu'il ne faut pas oublier que des mobilisations de ce type-là se passent aussi des grands rassemblements tant à l'est qu'au sud qu'à l'ouest de l'Ukraine. Donc un mouvement révolutionnaire qui entre en opposition frontale avec le régime de Yanukovych, qui formule un certain nombre de revendications, pour aller dans la radicalisation aussi de ces demandes et demander même la démission tout simplement de Yanukovych après des séquences dramatiques qui sont passées sur la place. C'est un mouvement donc révolutionnaire mais qui n'a pas abouti sur une issue révolutionnaire. Effectivement, si on regarde du point de vue du changement du régime, il n'y en a pas eu puisque c'est l'opposition, une ancienne opposition à Yanukovych qui est arrivée au pouvoir, une opposition dont les représentants avaient suivi les mêmes carrières politiques, avaient même parfois pour certains travaillé aux côtés de Yanukovych ou développé les mêmes pratiques. Donc il n'y a pas eu de renversement de régime et de mise en place de nouvelles institutions, de développement de nouvelles pratiques, mais il y a tout un mouvement de réforme qui s'est enclenché, qui rencontre de grandes difficultés puisque des résistances de l'ancien système. Donc certes, il n'y a pas eu d'issue révolutionnaire, mais le mouvement révolutionnaire est là, et je parle de simples protestataires en tant que révolutionnaires, puisque je montre comment la place protestataire produit ses effets aussi sur ces citoyens ordinaires qui se mobilisent et comment ils deviennent eux-mêmes révolutionnaires, prêts à résister et à aller jusqu'au bout. J'ai voulu dès le début me situer à l'opposé des analyses dominantes sur l'Ukraine, des analyses plutôt géopolitiques qui considèrent l'Ukraine et les Ukrainiens comme des objets au centre même des stratégies de puissance d'autres États, donc des États-Unis, de l'Union européenne ou de la Russie, et des Ukrainiens comme des marionnettes qui seraient manipulées de l'extérieur et donc n'auraient aucune subjectivité. J'ai voulu leur rendre cette subjectivité pour montrer et raconter comment ils se sont mobilisés, s'auto-organisés, comment ils ont été prêts à rester jusqu'à la fin, à tenir jusqu'au bout, malgré les violences et la répression policière. Et ensuite, je voulais raconter aussi comment ces Ukrainiens sont montrés solidaires avec le basculement de leur pays dans le conflit armé, solidaires donc des victimes de la guerre, qu'il s'agisse des déplacés internes, des militaires blessés ou encore de simples soldats déployés sur les lignes de front et en manque de tout, en manque d'équipement, de vêtements ou encore de nourriture. Donc cette démarche par le bas, à travers les trajectoires que je restitue bien évidemment dans leur contexte aussi, m'a semblé la plus adéquate pour saisir les représentations, les imaginaires, mais aussi les émotions en fait, qui sont autant de mobiles d'action pour ces citoyens. Et je montre notamment par le bas, et je pense que c'est la meilleure approche, qu'il est faux d'assigner à ces citoyens nos catégories de chercheurs, telles que démocratie, droits de l'homme par exemple, puisqu'ils se mobilisent autour d'autres catégories très ordinaires, telles que justice, injustice,
Ils peuvent se mobiliser, comme je le montre à travers certains personnages, par curiosité, simple curiosité, parce qu'il y a quelque part au loin un grand mouvement, et donc quand on est jeune, on veut y aller. La joie de Maïdan du mois de février, du mois de décembre, elle peut aussi être un mobile d'action, elle peut entraîner, elle peut attacher à la place. Je montre aussi que ces catégories-là amènent à agir, amènent à s'impliquer, comment les micro-groupes, par exemple, qu'on peut rejoindre sur Maïdan, et la chaleur des relations interpersonnelles attachent à la place et fait résister. Et en lien avec le conflit armé, je montre aussi comment l'angoisse face à la guerre, quand on est à l'est de l'Ukraine, puisque mes deux histoires se situent à l'est, dans la ville de Kharkiv, donc quand on est à moins de 200 km de la guerre, ou quand on a des proches qui sont mobilisés pour faire la guerre, comment de cette angoisse-là peut émerger une action en commun, en solidarité avec les déplacés internes ou encore en solidarité avec les soldats à l'hôpital militaire de Kharkiv. Et je pense que cette démarche par le bas, elle me permet de saisir ce point de basculement et de répondre à la question qu'est-ce qu'on fait quand la crise, la mobilisation, donc la mobilisation politique ou encore la guerre traverse les vies ordinaires. Ça permet, j'espère aussi, ça permettra au lecteur de se projeter et de savoir de pouvoir s'imaginer à la place des Ukrainiens, qui finalement ne sont pas aussi loin de nous. En fait, la démarche telle que je l'ai développée pour ce livre ne m'est pas familière, dans le sens où jusqu'à Maïdan, je travaillais sur autre chose. Mon objet était différent et en fait, c'est le mouvement et la mobilisation politique qui m'a fait changer aussi de perspective. Depuis ma thèse, et même par la suite, j'ai travaillé sur les élites. Donc plutôt sur les dominants et pas sur le citoyen ordinaire, toujours avec une démarche très ethnographique par les pratiques, c'est ça que je cherchais à saisir, ou encore par les biographies, puisque je travaillais sur les cadres communistes à la fin de l'URSS. Mais Maïdan, c'est cette mobilisation citoyenne qui m'a effectivement surpris, et ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est comment des personnes très étrangères à la politique en viennent à cette place, qu'est-ce qui les pousse à agir et qu'est-ce qui les fait résister. Donc je pense que c'est l'individu lui-même, l'individu ordinaire, ses catégories, ses questionnements, ses actions, les routines ordinaires qu'ils ont développées et la chaleur de leurs relations. C'est ça qui m'a le plus impressionné, m'a amené à poursuivre cette démarche, puisque dès le début de Maïdan, je me suis intéressée aux participants ordinaires, donc à des citoyens très ordinaires par leur profil et éloignés de la politique. Et j'ai gardé cette même focale pour suivre le conflit, même si c'est bien évidemment à l'arrière des zones de combat, mais ça me permet aussi d'éclairer l'évolution de la société ukrainienne à travers donc, le conflit et la violence qui traversent cette société. J'ai cherché, par la violence, j'ai cherché à montrer comment elle est devenue un vrai moyen d'action, un moyen tout à fait légitime pour l'ensemble des protestataires. Donc à travers les trajectoires que je présente dans le livre, j'ai essayé de suivre ce mouvement de radicalisation, pour expliquer comment, alors qu'on était assez éloigné des registres d'action violente, comment on peut recourir à la violence. Et donc je reconstitue deux événements clés qui expliquent cette radicalisation de la place. D'abord donc les lois du 16 janvier 2014, des lois liberticides adoptées par le Parlement et qui visent la mobilisation elle-même, ces formes d'action, ces protestataires, qui introduit un certain nombre de peines lourdes en fait, pour l'expression du mécontentement dans la rue et dans ces formes. Et ensuite, le deuxième sentiment aussi qui est présent en filigrane, c'est ce sentiment de frustration. Puisque à la mi-janvier, au moment où les premières violences éclatent, on est déjà à 1 mois et demi, presque 2 mois de la mobilisation, et que cette frustration s'accumule, puisqu'il n'y a aucune avancée, aucune concession de la part du régime. Une grande déception aussi chez ces protestataires ordinaires vis-à-vis d'hommes politiques de l'opposition qui prétendent mener le mouvement sans pouvoir vraiment le faire et qui ne proposent aucun plan d'action. Et donc la conjonction de ces facteurs explique, à mon sens, ce recours à la violence. Et ensuite, il y a toute cette journée du 19 janvier, telle que je la décris, avec un appel qui est lancé, aller vers le Parlement. Le bâtiment du Parlement gardé par les forces de l'ordre, depuis déjà un mois aussi, donc des situations de corps à corps très rapidement se créent entre les protestataires et les policiers, et la violence éclate à un moment. Les protestataires arrachent des pavés, les policiers répliquent également par les différents moyens à leur disposition, et j'ai essayé de montrer comment la violence se déploie ensuite comme une spirale, et comment il est très difficile d'arrêter cette violence,
puisqu'elle est devenue légitime du point de vue des protestataires, et pas uniquement du point de vue de ceux qui sont en première ligne, qui lancent les pavés ou plus tard encore des cocktails Molotov, mais ceux qui sont un tout petit peu à l'arrière et qui fournissent toute une logistique en fait à cette résistance, puisqu'ils considèrent la violence comme un moyen légitime. Et aussi, violence légitime, comment ce sentiment de légitimité face à la violence naît de la délégation par l'État de la violence étatique à des agents privés. Je décris cette séquence de ces agents provocateurs qu'en Ukraine on appelle les titouchki, et comment l'État et les policiers s'appuient sur cette violence privée pour réprimer la protestation. Donc ça contribue à légitimer bien évidemment la violence. Et enfin je montre à travers les séquences, donc d'abord cette semaine à partir du 19 janvier, ensuite la mi-février, comment effectivement il est difficile d'arrêter la violence à partir du moment où on est rentré déjà dans ce cycle, dans cette voie. Et ensuite, la violence sera aussi utilisée à l'est de l'Ukraine, au moment des occupations des bâtiments par des protestataires pro-russes, et plus tard, la violence gagnera en échelle, en fait, avec le basculement dans la guerre. Effectivement, ces dynamiques de violence, à partir du moment où elles s'enclenchent, il y a d'abord l'État lui-même qui délègue la violence, comme je l'ai évoqué, et ensuite, plus tard, avec le départ du président et donc la chute du régime de Yanukovych, effectivement, l'État perd le monopole de la violence, puisque les protestataires eux-mêmes en viennent à utiliser des armes. Il y a des saisies de dépôts d'armes à l'ouest de l'Ukraine, et des armes arrivent sur Maïdan. Et après ces séquences extrêmement violentes qui ont fait déjà beaucoup de victimes, donc la violence, elle est totalement débridée. Elle est utilisée à la fois par les policiers qui tirent, et elle peut être utilisée, elle est utilisée par les protestataires eux-mêmes. Et à l'est de l'Ukraine, c'est la même dynamique, effectivement. D'autant plus qu'il y a beaucoup de défections dans les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui étaient sur Maïdan par ce principe de rotation, et qui, à partir du moment où ils se retrouvent à l'est, rentrés chez eux dans les casernes, ces policiers ou encore d'autres unités, enfin membres d'autres unités du ministère de l'Intérieur, ils perçoivent le pouvoir comme illégitime. Donc ils n'obéissent pas aux ordres et l'État perd le contrôle de ces territoires. C'est ça aussi qui contribue au basculement dans la guerre. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier aussi l'interventionnisme russe, puisque certes, il y a une faiblesse du côté de l'État ukrainien, mais il y a aussi la Russie et pour beaucoup également, et différentes formes d'intervention. La guerre, le conflit armé à l'Est n'a pas de nom, et c'est ce que j'évoque également et je montre dans mon livre, mais à cet égard, à mon sens, l'Ukraine s'inscrit plutôt dans la continuité d'une tendance plus globale à utiliser le terme guerre pour la répression des menaces telles que le terrorisme par exemple, et on le sait en France, et essayer de dénier le caractère politique et donc ne pas employer le terme de guerre pour des conflits armés. Et effectivement, le conflit à l'est de l'Ukraine, donc dans les territoires du Donbass, ce conflit est qualifié par Kiev d'opération antiterroriste. Par là même, l'État ukrainien dénie le caractère politique de l'ennemi, mais aussi de ses propres revendications, puisqu'un État ne traite jamais avec les terroristes. Et de l'autre côté, je pense que c'est la position russe aussi qui explique le déni, en fait, le déni de guerre en Ukraine, à l'est de l'Ukraine, puisque la Russie nie toute implication alors que ces formes d'intervention sont multiples. Il y a des transferts d'argent vers les territoires séparatistes, il y a des transferts d'armes, il y a des transferts de combattants, qu'il s'agisse de combattants volontaires ou encore à certaines séquences on a eu l'intervention des troupes régulières dans le conflit. Et cette guerre, même si elle n'a pas le nom, je pense que mon livre raconte son impact sur les populations avec ce mouvement de déplacement interne, 1,5 million de population qui fuit les zones de guerre pour s'installer ailleurs, pour essayer de recréer un semblant une vie ordinaire, un semblant de vie ordinaire. Ensuite, il y a bien évidemment 9600 morts, à la fois les victimes civiles et les victimes militaires. Et il y a bien évidemment ce réseau de bénévoles que je restitue dans le livre, les réseaux de bénévolat en lien avec la guerre, d'assistance aux déplacés internes ou encore des formes de soins aux militaires blessés ou d'assistance aux militaires déployés sur les lignes de front. Je dirais que les relations entre les bénévoles et donc les citoyens engagés dans ces formes de bénévolat et l'État font l'objet d'une sorte de négociation en ce moment en Ukraine. On est en train de redéfinir ce qui relève de l'État, des fonctions de l'État et de l'action étatique, et ce qui relève de l'action citoyenne, donc des initiatives citoyennes et de
de la solidarité interpersonnelle. J'essaye effectivement à travers 2 séquences dans ce livre d'expliquer comment procède cette négociation en décomposant l'État entre différentes institutions, puisque c'est contre-productif de considérer l'État dans sa totalité, surtout que ma démarche est beaucoup plus ethnographique. Elle est par le bas au plus près des personnes et donc aussi des institutions. Et de mes observations, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 formes de rapport à l'État, entre citoyens, donc d'un côté, et les diverses institutions. D'un côté, nous avons ce fonctionnement en parallèle, et un peu au secours, enfin beaucoup au secours de l'État, puisque ces réseaux de bénévolat corrigent les défaillances de l'État, prennent en charge les déplacés internes, par exemple, trouvent des logements pour ces personnes, essaient d'aider à leur réadaptation professionnelle aussi sur les nouveaux lieux. Les réseaux de bénévolat s'occupent des soldats blessés, collectent des fonds pour les soins souvent très coûteux aussi pour les militaires, et de ce type-là, donc, remplissent des fonctions qu'on aurait pu penser qu'elles relèvent des fonctions étatiques, qu'elles relèvent de l'État. Et ces formes d'action ont 2 limites à mon sens, puisqu'il s'agit de l'action à court terme. En gros, ces initiatives citoyennes corrigent le défaut sans réfléchir à comment inscrire dans la durée ces actions-là et comment peut-être réformer l'État aussi, améliorer les choses au niveau institutionnel. Et le deuxième biais de cette forme de relation en parallèle, de ce fonctionnement en parallèle, c'est la défiance institutionnelle, puisque ces bénévoles voient les défaillances de l'État et entretiennent en quelque sorte la défiance institutionnelle alors qu'elle est déjà très forte en Ukraine, et c'est un grand échec du pouvoir post-Maïdan de ne pas avoir restauré cette confiance. Et la deuxième forme de relation que je décris dans le tout dernier chapitre de mon livre, c'est cette manière qu'ont développé certains bénévoles, ce rapport particulier à l'État, puisqu'ils ont décidé de devenir l'État eux-mêmes, en prenant des fonctions dans les diverses institutions. Et je décris cette séquence d'entrée de bénévoles au sein du ministère de la Défense. En fait, ces bénévoles, hommes et femmes, accomplissent les mêmes fonctions, les mêmes activités qu'elles avaient menées auparavant en tant que bénévoles, sauf que maintenant, elles le font pour le compte de l'État, essayant de réformer et donc d'inscrire dans la durée, finalement, d'apporter des améliorations et de les inscrire dans la durée. Donc, ce qu'on voit, c'est une vraie négociation avec un certain nombre de limites, donc pour la première forme. Et je pense que cette deuxième voie d'entrée dans l'État, pour une sorte de coopération entre citoyens et institutions étatiques est beaucoup plus productive à terme.